Pas du tout. Aurélien Garcia, Marie-Céline Rasque et Nicolas Villiers. Voilà. Donc, bon, j'ai rencontre de difficultés, c'est que c'est après le déjeuner, donc on a tendance à s'assoupir un peu, notamment vous qui êtes dans la pénombre. Et une autre difficulté, c'est qu'on m'a mis un Mac sans souris, et je suis un peu handicapée sans souris, mais bon, j'ai Mélodie qui doit être quelque part, qui a tout bien préparé, les PowerPoint vont s'enchaîner sans difficulté. Et pour vous tenir éveillé, à chaque fois au Forum des expériences, on a un petit jeu. Vous posez une question, vous aurez une paire de chaussettes. Alors, j'aurais pu être un peu taquine et vous dire, vous posez une question, vous avez le pied gauche, et vous poserez une deuxième question, vous aurez le pied droit. Mais bon, comme on est sympa au Renette, vous aurez la paire en entier. Et c'est Mélodie qui a disparu. Mais je ne vois pas Mélodie, je suis perdue sans Mélodie. Ah, elle est là-bas. Donc, Mélodie vous distribuera la paire de chaussettes. Et comme vous êtes sympa, vous aurez aussi les traditionnels pastilles Vichy. Et on a une pensée pour Bruno Pinard-Legris, qui est notre fournisseur officiel et qui n'est pas là. Donc, quelques règles aussi pour nos intervenants. 15 minutes, maximum 20 minutes d'intervention. Si, Aurélien, ça va tenir. Et après, 10 minutes avec la salle. Donc, préparez déjà vos questions. Donc, on commence tout de suite avec la première expérience. En plus, il faut que je parle anglais. Plastoil diesel. Donc, c'est une solution. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des déchets plastiques. Donc, Aurélien va nous expliquer comment la Suisse a eu une très bonne idée pour éliminer les déchets plastiques. Aurélien, c'est à vous. Vous pouvez vous présenter et je vous donne la petite zapette. Vous appuyez là. Ici. Hein, ok. Allez, c'est parti. Oui, je m'appelle Aurélien Garcia. Je fais partie d'une poignée d'une dizaine de mercenaires que l'État est venu chercher dans les années 80 pour gérer les gros problèmes, notamment de la sidérurgie, de l'industrie navale, etc. Voilà, officiellement aujourd'hui, je suis retraité depuis maintenant 4 années. Mais voyez-vous, je suis à nouveau devant vous alors que ça fait 4 ans que mon dossier de retraite est réglé et que je reçois mes indemnités d'une manière régulière tous les mois. Pourquoi je suis devant vous? Simplement parce qu'il y a 1 an et demi, j'ai été contacté par un groupe suisse qui m'a demandé si je pouvais l'aider à se développer en France. Ils avaient mis au point un procédé révolutionnaire qui permet notamment d'éliminer systématiquement tous les plastiques, tous les déchets plastiques, et on les transforme en carburant, en fuel. Dans le premier contact, j'ai pensé aux avions renifleurs, vous voyez, en me demandant, mais on a tellement de déchets, il y en a partout, on en recycle à peu près 20-22%, hein, vous verrez ça, et qu'est-ce qu'on fait du reste? On le brûle, on l'incinère ou on le met en décharge, et de pire en pire. Des émissions de télé vous ont parlé du 6e continent, qui est dans le Pacifique, où il y a une plaque de plastique d'à peu près 25 mètres de haut, qui comprend la totalité du continent européen en termes de superficie, et tout ça c'est du plastique. Et on n'a pas trouvé de solution. Beaucoup de gens ont cherché pendant des années, et il se trouve que des Suisses ont trouvé. Ils ont trouvé surtout le point de fusion, parce que à quelques degrés près, à quelques pressions près, on passe à côté, et voilà. Donc c'est ce projet dont je vais vous parler, mais je suis devant vous simplement parce que aujourd'hui, ce projet, on en a 6 en cours en France, et je pense que j'aurai à mener à peu près une dizaine de projets par an pour les 3 ans qui viennent. C'est un projet qui vous intéresse tous, qui peut donc être transposable sur un territoire selon un certain nombre de conditions. Donc je vais vous en parler dans les secondes qui viennent. On y va. Alors, le plastique vient du pétrole, mais une fois qu'on a du plastique, on ne sait pas quoi en faire.
Certains plastiques, certains emballages sont recyclés. Malheureusement, ils ne représentent aujourd'hui dans le monde que 22%, et en particulier en France. Donc 22%, notamment le PET, vos bouteilles d'eau par exemple, mais il y a très peu de plastiques qui sont aujourd'hui recyclés. Tout le reste part en déchets. C'est vous dire les tonnages que ça peut représenter. Donc quand on parle de rendre possible l'élimination de ces déchets, ben effectivement c'est le devoir de notre génération pour nos enfants. Alors le concept est un concept chimique, c'est de la thermolyse. La thermolyse, ça veut dire qu'on chauffe le déchet jusqu'à 350 degrés et à travers 3 réacteurs, on obtient un carburant. Je vous donnerai après la qualité, la capacité de l'usine. On obtient un carburant qui aujourd'hui sort des usines suisses normées. Normé, c'est la norme EN 590, c'est le fuel que vous mettez dans votre voiture, c'est le fuel que vous mettez dans vos chaudières, c'est ce qu'utilisent les engins les entreprises de BTP pour leurs engins, c'est ce qu'utilisent également les pêcheurs pour leurs bateaux. Nous avons d'ailleurs un projet qui se prépare aujourd'hui en Bretagne, dont les acteurs seront 50 pêcheurs qui veulent verrouiller le prix de leur carburant, qui est aujourd'hui ce qui fait leur tombe pour la plupart d'entre eux. C'est le prix du carburant qui les fout par terre. OK ? Comment je n'ai pas appuyé? Ah, voilà. Alors, quand je dis tous les plastiques, à l'exception de l'un d'entre eux qui effectivement est un poison, parce qu'il contient beaucoup de chlore, qui est le PVC. Donc en dehors de ces plastiques, ce qui est intéressant dans le process, c'est qu'on ne trie pas ces plastiques. On prend tous les plastiques qui existent, ils arrivent comme ils arrivent, ils sont traités dans l'usine comme ils arrivent, et on les transforme tels quels sans avoir besoin de les trier par bac comme ça peut se faire pour les produits qui aujourd'hui, les 22% qui sont aujourd'hui recyclés. Donc les Suisses ont fait un choix à l'époque qui était de dire on ne va pas travailler sur un laboratoire, on va monter une usine. Donc les Suisses depuis le début, dès qu'ils ont lancé, ils sont partis à construire une usine. Ils ont investi 24 millions de francs suisses et ils ont monté une unité industrielle qui contient aujourd'hui une ligne. Les projets que nous menons en France, et notamment à Vichy et dans la Sarthe, comprennent 3 lignes. C'est un investissement qui représente entre 25 et 35 millions d'euros selon la configuration qu'on veut bien leur donner et selon le territoire, puisque chacun des projets de territoire peut être différent en fonction du gisement des déchets qu'on a localement. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que le rendement d'une usine Plastoil, alors différence entre Diesoil et Plastoil, Diesoil c'est le nom du groupe, et chacune des usines, qu'elles soient en France, en Suisse, en Allemagne ou en Inde, elles vont s'appeler Plastoil. D'accord ? Donc les usines que nous montons en France s'appelleront Plastoil Sarthe, Plastoil Allier ou Vichy, on verra. Voilà la différence qu'il y a entre les deux. Donc ce qui est intéressant, je vous le disais, c'est que premièrement, chaque usine est autonome en énergie, c'est-à-dire l'entreprise ne fait pas appel à une énergie extérieure, elle s'auto-alimente avec le gaz qu'elle récupère de ses déchets pour faire fonctionner ses chaudières. On ne fait pas appel du tout à l'électricité. Le coût électrique d'une installation, c'est le coût d'une installation de votre maison ou de la mienne. Pas d'eau non plus dans l'installation, il n'y a aucune eau. L'eau qu'on trouve dans l'usine, c'est celle qu'on récupère et qui viennent effectivement des déchets qui ont pu être en dehors de l'abri de l'eau. C'est 100 mètres cubes par année seulement, c'est-à-dire à peu près la consommation d'une maison. Moi, c'est ce que j'ai à peu près 100 à 120 mètres cubes. Là, c'est de l'eau qui repart dans le circuit après avoir été traitée, mais l'eau qui sort de l'installation, c'est quasiment de l'eau qui est quasiment distillée, puisqu'elle a été chauffée jusqu'à 350 degrés. Alors, le rendement de l'installation est très intéressant. On a un rendement de l'ordre de 100%, même si on ne le dit pas tout haut, puisque pour une tonne de déchets plastiques, on récupère 1000 litres de fuel. La densité est en 860, pardon.
on récupère 75 kg de gaz, mais ce gaz, il est immédiatement réutilisé pour faire fonctionner les chaudières. Et il y a 2 à 3 types de gaz. Ces gaz ne sont pas séparés, ils sont utilisés tels quels en vrac. Et donc les chaudières, bien entendu, ce sont des chaudières qui ont été aménagées pour pouvoir gérer aussi bien du méthane que du propane. On récupère également 75 kg de charbon. Ce charbon, c'est du carbone pur qui est mis dans une espèce de moule et qui est vendu directement à une cimenterie. C'est ce qui se passera également en France. C'est un carburant qui est très intéressant pour les cimentiers parce que c'est un vrai carburant, c'est du charbon. Voilà. Il peut y avoir quelques résidus de soufre, mais très peu. Pourquoi? Parce que le plastique est fait à base... le soufre a déjà été éliminé en raffinerie. C'est la raison pour laquelle il n'y a quasiment pas de soufre. Mais il peut y en avoir, et l'installation est prévue effectivement pour pouvoir le traiter. On a également, il peut y avoir également, parce qu'on a laissé passer peut-être 3 à 4% de PVC, il peut y avoir également des résidus de chlore. Là aussi, le process permet de l'éliminer. Ce qui est très intéressant dans ce type d'installation, c'est le fait que on prend les déchets dont personne ne veut. Ceux qui sont incinérés et ceux qui effectivement finissent en décharge. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu ou ceux qui ne connaissent pas, il faut savoir que la mise en décharge d'un déchet tel que celui-là, c'est au bas mot 300 € la tonne. Une tonne en incinérée, c'est environ 100 €, entre 99 et 110 €, à peu près. Donc ça veut dire qu'une collectivité, et on le voit bien avec celle avec qui on travaille, un exemple, nous allons alimenter l'usine de la Sarthe avec les déchets plastiques qui viennent d'Angers. Le simple fait qu'on leur récupère 9000 tonnes an pour l'agglomération d'Angers, 9000 tonnes an, c'est une économie pour la collectivité de 2,5 millions d'euros. Sans commentaire. Voilà. Le coût pour la collectivité, c'est uniquement le transport. La collectivité ne paie pas le traitement, alors que là, elle paye plein pot, quoi. Voilà. Donc c'est là que l'intérêt est très important, à la fois pour la collectivité, et n'oublions pas qu'on fabrique une énergie qui est stockable et transportable. C'est du fuel. À Vichy, par exemple, Bruno Pinard-Legris a intéressé le pétrolier local, qui est une grosse famille qui est dans le pétrole depuis qu'il existe à peu près, qui est un partenaire de Total. Le chef d'entreprise a compris immédiatement qu'il ne pouvait pas être absent de ce projet, quoi. Voilà. Donc l'agence a fait ce qu'elle avait à faire et on va avoir un partenaire qui va être... En plus de ça, on va pouvoir utiliser ces cuves. C'est une vraie installation industrielle. Voilà un peu l'intérêt. Donc les 1000 litres sont déjà vendus. C'est même mieux que ça, puisque une collectivité, par exemple, qui a beaucoup de véhicules... Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelque chose? Oui, on est revenu à la première... On va appuyer plusieurs fois. Allez-y, Aurélien. Une collectivité, par exemple, qui réfléchit sur le coût de ses bus scolaires, petit exemple au hasard, hein, s'aperçoit quand même que le cours du carburant est très important. Et avec un additif, elle peut très bien avoir la source de carburant à sa porte. Même si elle fait un appel d'offres, elle est sûre que son usine l'emporte. Pourquoi? Bien, parce que le coût, le prix du carburant qui sortira de cette usine va être au prix marché. Sauf qu'il va être au prix marché, mais pas le prix d'importation. Ça veut dire que la différence de prix entre le prix marché vendu en direct et le prix qui sortira de cette usine dont va pouvoir bénéficier la collectivité est de l'ordre de 30 à 40% de moins. Avec une certitude, ce prix va suivre l'évolution, mais il n'y aura pas les aléas qu'on peut avoir avec l'OPEP ou autres. Il sera taxé aussi, ce carburant? Comment? L'État prend une marge aussi? Non, les Suisses n'ont pas voulu qu'on discute fiscalité. Pourquoi? Parce qu'on discute actuellement autorisation administrative, on discute dossier ICPE, le moins qu'on puisse dire, tout à l'heure je n'ai pas osé intervenir quand on a parlé d'innovation, là on est en plein dans l'innovation, il y a des mesures européennes qui ont été annoncées à corps et à cri, on est en plein dans l'innovation, sauf que la réglementation n'a pas prévu ce type de projet. Voilà,
Donc ce projet est considéré actuellement par l'administration française comme un incinérateur. C'est tout sauf un incinérateur. Un incinérateur chauffe à peu près entre 800 et 1000 degrés, et là on est à 350. Voilà. Donc on est en bisbille avec l'administration, mais on a un préfet qui a pris cause et effet pour nous. Donc on pense que d'ici le mois de juillet, il va se passer des choses et on va pouvoir enfin faire aboutir le projet de Vichy et celui de la Sarthe dans des bonnes conditions. Le préfet qui se mobilise, c'est celui de la Sarthe. Celui de l'Allier a oublié qu'il avait reçu des directives, non, c'est une méchanceté, hein, mais qu'il avait reçu des directives de son ministre. Voilà, et il n'a rien fait pour nous. Il y a quelqu'un de Vichy d'ailleurs dans la salle, il pourra vous le dire, vous expliquer comment ça s'est passé. C'est pas facile de faire aboutir un projet pour lequel il n'y a pas aujourd'hui de texte administratif qui permette effectivement d'avancer. Voilà. Alors, comment je travaille sur ce type de projet? Premièrement, moi, je fais partie des gens qui ont inventé ce métier du développement, donc je me suis tourné immédiatement et sans hésiter une seule seconde. Mes partenaires sont les agences de développement. C'est un choix personnel, je ne changerai pas d'avis, même si les Suisses se sont demandé qu'est-ce que je foutais dans ce type de relation, parce qu'en Suisse, évidemment, ils ne connaissent pas nos organisations. Et une communauté d'agglo, non? Un service éco d'une communauté d'agglo, vous les boudez? Un service économique d'une communauté d'agglo, pour moi, c'est des développeurs. Donc, à Besançon, par exemple, c'est l'agglo qui mène la danse, avec son service économique, bien entendu. Voilà. À Vichy, c'est l'agence de développement de l'agglo, à Reims, puisque nous avons un projet qui se prépare sur Reims, mais ça sera un projet à la fois Champagne-Ardennes et Picardie, donc ils vont plus vite que la musique sur le regroupement des régions. Là, le projet va être interrégional, mais grâce au directeur de l'agence de développement de Reims, voilà, qui est un peu visionnaire, voilà. La deuxième chose, c'est que, avant de parler projet, la première chose que m'a dit Bruno Pinard-Legris lorsque j'y ai parlé de ce projet, pour information, je lui ai amené ce projet pour lui rendre service, hein, mais il vous l'expliquera lui-même si vous le rencontrez. La première chose, il a voulu me proposer un terrain. Je lui dis non, j'en ai rien à foutre du terrain. Ton terrain, j'en veux pas. Un bâtiment, non. Non. La première chose, c'est valider les déchets qu'on a. Pour faire fonctionner une usine de 3 lignes, il faut 20 000 tonnes de déchets par an, plastique. Il faut surtout la garantie qu'on va les avoir pendant 20 ans, parce que l'investissement, il est quand même pas neutre, quoi. On est sur un investissement entre 25 et 35 millions, je vous en ai parlé tout à l'heure, selon la configuration. Ça veut dire qu'il faut être sûr qu'on a ces déchets. Donc nous avons à chaque fois lancé une étude avec un cabinet spécialisé dans le domaine des déchets. En l'occurrence, c'est le cabinet Girus, qui est un cabinet lyonnais très performant et très doué, vraiment des bons. Et ils nous ont fait l'évaluation en fonction d'un certain nombre de périmètres autour du site approximatif que nous avions un peu établi. Donc il nous faut 20 000 tonnes de déchets. Après, une fois qu'on a fait cette évaluation et on sait que le projet peut se faire, on peut dire ok, on y va. Et à ce moment-là, le projet démarre. Le projet démarre, premièrement, il faut valider avec les différents gisements. Et là, je fais moi une visite avec les responsables de l'agence de développement et on fait la tournée des popotes pour valider effectivement les chiffres. Et là, on s'aperçoit que d'un seul coup, il y a un peu plus de déchets qui avaient été prévus par l'étude. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, on a des idées. On dit, ah ben oui, mais tiens, voilà. Les gens commencent à avoir une machine à calculer à la place de la tête. Donc cette étude... Il faut avancer là. Cette étude, je souhaite moi que ce soit l'agence qui en prenne la direction opérationnelle. Ce qui est très intéressant, c'est que pour aller vite, une conférence téléphonique tous les 15 jours avec le cabinet chargé de l'étude, l'équipe du développement de l'agglo ou l'agence développement, l'équipe de diesel et les ingénieurs de diesel responsables de la partie déchets et moi-même. Et à ce moment-là, on avance et au bout d'un moment, on sait qu'on fait le projet. Et c'est à ce moment-là seulement qu'on lance la réserve de terrain. C'est ce qu'on a fait à Vichy. Les gens de Vichy voulaient nous bousculer un petit peu au départ. Eh bien voilà, on a visité une zone. On a refusé un bâtiment qui nous était proposé par le cabinet, par la société Candia, qui était en revitalisation. Pourquoi? Parce que le bâtiment était trop grand, pas adapté à ce type. On ne passe pas de l'agroalimentaire impunément. Et puis le bâtiment était trop grand. Une usine, c'est entre 5 et 7 000 mètres carrés
de bâtiments. C'est une usine moderne, neuve, magnifique. Pour ceux que ça intéresse, j'ai des plans. De vous montrer celle qui va être construite, les deux qui vont être construites en Allemagne, c'est 5 millions d'euros. Hein, donc c'est pas une plaisanterie, quoi. Voilà. Ce qui est très intéressant également, c'est que à la fois les élus, les techniciens que vous êtes, mais également tous ceux qui peuvent être concernés sur le territoire, à la fois par l'élimination du déchet, mais également par le montage du dossier. J'organise des visites en Suisse, du côté de Zurich, pour voir l'installation pilote. Bruno Pinard-Legris et l'équipe de l'Aglo, ainsi que l'équipe déchets du Conseil général pour le département de l'Allier, sont venus. Ils sont ressortis convaincus, puisqu'ils ont vu d'un côté des déchets pourris qui sentaient mauvais, de l'autre côté une usine propre, nickel, on bouffait presque par terre, tellement c'était bien. Et puis au bout, il y a du fuel qui sort, et ce fuel, on peut le mettre dans votre bagnole, quoi. Voilà. Je ne vois pas quoi vous dire d'autre, sinon que... Ils ont des questions maintenant. Voilà, il y a peut-être des questions à poser, puis à votre disposition. J'ai aussi des flyers en anglais, désolé, mais si vous le souhaitez, voilà. Merci Aurélien pour cette présentation d'un beau projet. Je pense que certains des territoires ont les yeux qui clignotent en se disant et si j'avais ça chez moi. Alors, il y a des questions. Bernard et... Je ne vois pas... Ah, d'accord. Il y a 3 questions. La dame d'abord. Lève bien la main parce que tu ne te vois pas. Voilà. Et après Bernard et puis là-bas au fond. Bonjour, donc Léa Baruch-Gourden, moi je suis développeur économique dans le 93 sur Est Ensemble. J'avais une question par rapport à comment vous vous positionnez par rapport aux plans locaux de prévention des déchets, comment vous vous positionnez par rapport aux plans locaux de prévention des déchets, puisque là vous devez avoir vous tablez sur une production de déchets pérenne. Or de l'autre côté, il y a aussi des travaux pour essayer de réduire la production de déchets à la source. Donc comment vous positionnez ce type de projet ? Alors aujourd'hui, d'abord, les déchets plastiques, ils augmentent de 12 à 15% tous les ans, malgré tous les efforts qu'on peut faire. Qu'on améliore le tri, c'est une chose. Le déchet plastique continue à progresser. Et on n'a toujours pas, il n'existe aujourd'hui strictement aucun système sur le marché qui permet effectivement d'éliminer, pas de transformer, mais d'éliminer les déchets. Ce que je vous disais un instant, c'est que les déchets qui nous intéressent, ce sont ceux dont personne ne veut. Et en termes d'emploi ? Alors, en termes d'emploi, ça dépend. Une usine, elle fonctionne avec 22 à 24 personnes en 3 à 8 toute l'année. On ne peut pas arrêter le système. La maintenance se fait simultanément sur les 3 lignes. Donc, on arrête une ligne, on le fait repartir, on fait la maintenance de l'autre et on continue comme ça. Si on doit faire un tri préalable, ce qui peut être le cas dans certains nombres d'endroits, c'est le cas dans une des usines allemandes, il faut prévoir 40 emplois supplémentaires. Voilà, mais toujours en 3-8. On ne peut pas arrêter la chaîne de production. Bernard, là, oui, Bernard Fronzen, Vitry, Aix. Je voulais demander, est-ce que vous avez un contact avec Elasopol, qui est un pôle de compétitivité sur justement sur le recyclage à partir des normes européennes de recyclage des plastiques et polymères? Non, pour l'instant, les seuls contacts qu'on a, c'est les ministères concernés. D'abord, on les a vus depuis le début à leur demande, et puis nous avons un contact étroit avec Eco-Emballage. Eco-Emballage va d'ailleurs nous envoyer 2 camions de déchets plastiques français, comme si les déchets suisses et les déchets allemands et français étaient différents. Mais bon, on a accepté de traiter ces déchets, ils vont être traités en Suisse, et les ingénieurs d'Eco-Emballage vont venir. Sinon, notre rôle n'est pas d'avoir un contact avec un pôle ou un autre. En fonction du projet, si l'agence de développement nous emmène dans une logique locale, nous on suit. On n'a aucun problème de ce côté-là. Mais on reste toujours attaché
à la politique locale. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les schémas départementaux, on est en plein dedans. Lorsque le cabinet Girus fait des études, il tient compte effectivement du plan départemental d'élimination des déchets, etc., etc. Lorsque les périmètres de recherche des gisements, ils partent toujours d'un périmètre départemental et ils vont au-delà. Dans la Sarthe, par exemple, on a le Maine-et-Loire qui, effectivement, est en limite. Il faut savoir simplement qu'il y a quasiment incidence zéro du transport dans un périmètre d'environ 100 km autour du site choisi. Ça, c'est très important de le savoir. Voilà. Quand on m'a posé la question par rapport à Troyes, quand M. Marie m'a questionné ce matin, par exemple, effectivement, il peut récupérer les déchets de Lyon, mais alors sans problème. D'accord ? Mais il y a un moment donné, il y a une limite qu'il ne faut pas franchir parce qu'il y a forcément une incidence de transport. Donc on ne peut pas transformer un coût par un autre coût. Voilà. Alors, une autre question au fond, après monsieur et madame. Et après, on passera à un autre témoignage. Non, c'était derrière d'abord. Je surveille. Oui, bonjour, Gilles Bayeux, responsable service développement économique de la ville d'Ivry, donc siège d'une usine d'incinération du SICTOM, une des grosses usines de la région parisienne, qui doit être reconstruite, remise aux normes, avec forcément des débats sur moins brûler, mieux brûler. Ma question, c'est est-ce que votre procédé et votre type d'usine, vous avez parlé, vous prenez le plastique dont personne ne veut, ça sent mauvais. À la sortie, c'est du fuel, donc c'est du stockage. En gros, est-ce que vous êtes Cveso2 et est-ce que c'est compatible en milieu urbain dense, ce type d'activité, ou est-ce que ça doit quand même être mis J'entends mal, là. Non. En gros, est-ce que par rapport à la fois au stockage des matières plastiques qui arrivent, dont vous avez dit que ça sent mauvais, que personne ne veut, et le produit de sortie qui doit être stocké a priori dans les cuves avant évacuation, donc potentiellement en danger, et donc la question est-ce que vous êtes soumis à la norme Cveso et est-ce que votre projet est compatible en milieu urbain dense? Non, ça n'a rien à voir. On n'a pas de dioxine, on n'est pas Cveso du tout. Non, on est soumis à ICPE, bien entendu, et c'est tout. Mais par rapport au volume de carburant de sortie qui est forcément, je suppose, stocké pendant un moment. Oui, mais vous savez, il faut voir un peu quelle est la taille du stockage. La taille du stockage, c'est la taille d'une station-service Carrefour. C'est pas le stockage se fait sous terre, donc c'est un stockage qui est enterré. Mais la taille, le fuel, il part tous les jours. Il faut comprendre que c'est à peu près 2 voire 3 camions par jour maximum. C'est pas une raffinerie, hein, même si c'est une petite raffinerie quelque part. D'accord ? Voilà. Et puis, pour information, l'usine n'est pas explosive puisqu'elle est entièrement sous protection azote. Question. Oui, Jean-Claude Provost, président de la CDC de Ruc dans le département 27. Monsieur Garcia, vous nous avez présenté un projet très intéressant, je dirais même très très intéressant, puisque c'est l'élimination de déchets utiles, je dirais. Oui. Par contre, si j'ai bien compris dans votre discours quand même aujourd'hui, il semblerait que l'autorisation de construction d'usines n'est pas complètement validée. Non, mais ça va se faire dans les jours qui viennent. Je veux dire, le permis de construire va être déposé dans la Sarthe et dans l'Allier pour le 1er juillet. On a déjà le rendez-vous avec le préfet de la Sarthe la dernière semaine d'août. On est OK avec les DREAL. On travaille vraiment en étroite relation. Et puis notre dossier a été travaillé pendant plusieurs jours au ministère de l'Environnement. Il est très connu. D'accord, donc il n'y a pas d'opposition ferme en dehors au contraire, du déroulement, du procédé de... La difficulté, c'est qu'il n'y a pas de texte. Aujourd'hui, quand vous regardez la rubrique, les rubriques ICPE par exemple, on découvre qu'il manque des tas de rubriques qui n'existent pas simplement parce que le procédé n'existait pas jusqu'alors. Donc on est en pleine innovation et c'est là qu'il y a contradiction entre les demandes faites par Bruxelles, par exemple, sur lequel le cabinet du Premier ministre, je parle de l'ancien Premier ministre, a répondu favorablement comme quoi il fallait pousser en avant les projets d'innovation. Nous, on est en plein dedans et puis c'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est donc obligé de rentrer
bon an, mal an, avec un bout de réglementation de ceci, un petit bout de réglementation de cela. Et c'est vrai que quelqu'un comme moi qui a l'habitude de foncer à 200 à l'heure, être à 60, aujourd'hui, ça me gonfle un peu, pour tout dire. Alors, d'accord mais c'est ça le problème. Une dernière question, Aurélien, parce qu'on Voilà. on dépasse. Dernière question, là, voilà. Et après, on passe à une autre expérience. Non, je vous demanderai une réponse brève. C'est possible? Je viens de répondre. Ma question est la suivante. Comment Présentez-vous. Oui, Caroline Herbert, mairie de Massy, 91. Comment vous organisez le circuit de redistribution? Donc, vous avez évoqué le fait de vendre du fuel aux collectivités locales, mais comment ça va s'organiser? Qui l'organise? Est-ce que vous avez déjà des commandes? Voilà. Je vais répondre rapidement, on s'en fout. Pourquoi? Parce qu'on est en plein dans un marché. On manque de fuel. La totalité du fuel en France est importée. D'accord? Là, on aura du fuel fabriqué en France. Voilà, et il sera disponible sur place. Ensuite, on a aujourd'hui effectivement des gens qui sont capables de nous acheter la totalité de la production des 20 ou 30 usines qu'on aura dans ce pays. Mais les Suisses pensent autrement. Ils pensent qu'il faut laisser une porte ouverte à l'économie locale, simplement parce que ça serait quand même dommage de priver les entreprises d'un territoire d'un fuel fabriqué chez eux, alors qu'ils sont très acteurs. Voilà. Et puis, je ne vous cache pas que les agences de développement avec lesquelles on travaille, elles jouent cette carte plein pot. Comme les Suisses sont ouverts, on fera en fonction. Mais on n'a aucun problème pour distribuer ce fuel. Aucun. Merci Aurélien. Je pense qu'on peut applaudir Aurélien et le projet. Merci. Vous êtes encore avec nous ce soir? Vous repartez. Donc, si vous avez encore des questions ou des échanges de cartes de visite, c'est après le forum des expériences. Donc, on va passer maintenant à la présentation de Mécaloir Metalink. Donc, Mécaloir est une association de TPE et PME de la filière métallique et métallurgique dans la Loire. Marie-Céline en est la directrice. Et en vue donc d'aider ces entreprises dans leur développement, il y a eu création de Metalink pour les accompagner, notamment sur les marchés publics locaux. Un petit peu, comme tu disais ce matin, un circuit court. À toi. Bonjour. Alors oui, la zapette, là. Mécaloir est une association, alors dans le schéma des grandes structures qui composent notre pays, ça se situe en dessous d'un pôle de compétitivité et au-dessus d'un club territorial où les gens vont se retrouver parce qu'ils sont du même territoire, mais pas forcément de la même filière. Donc Mécaloir, c'est au milieu, c'est-à-dire qu'on est sur un territoire Loire-Haute-Loire. On a anticipé la surrégionalisation. Et on est essentiellement sur la filière métallique-métallurgique. Dans la filière, on inclut quand même tout ce qui est en amont, le bureau d'études qui définit la machine, et on va en aval jusqu'à celui qui peint les pièces ou qui traite. Mais ça va tourner quand même autour de la transformation du métal. Autre point, dans le territoire Loire, il y a un pôle de compétitivité qui s'appelle Viameca. Donc pour Mécaloir, l'innovation, c'est forcément à travers Viameca. Et de l'autre côté, il y a un IEMM qui est assez présent et puissant. Donc tout ce qui est formation, c'est aussi pas autorisé. Donc si je fais de l'innovation, je me fais taper sur la main gauche. Et si je fais de la formation, je me fais taper sur la main droite. Du coup, on s'est surtout et essentiellement axé sur le côté business. Et finalement, ça nous a pas mal souri. Donc, statutairement, Mécaloir, c'est d'abord et avant tout d'apporter à ses membres les moyens de se développer pour faire du business. Ensuite, c'est aussi un relais pour les pôles et les clusters de la région sur les projets d'innovation lorsqu'ils vont être dans le développement. Lorsque les projets
ont été développés et qui vont entrer en phase d'industrialisation, on peut être appelé à trouver des pépites qui vont permettre le développement. Ce matin, dans l'atelier, on parlait du prototypage rapide. C'est quelque chose qui a beaucoup, nous, touché notre territoire. On a aussi des gens très doués sur tout ce qui est traitement de surface avec le groupe HEF. Il y a forcément des déclinaisons au bout d'un moment sur les territoires. Mais c'est vraiment une toute petite partie de notre savoir-faire. Et le dernier, c'est on se donne les moyens de développer nos produits et services propres, puisque c'était annoncé que les fonds publics dureraient moins longtemps que nos impôts. À ce titre-là, on s'est stratégiquement décidé de ne pas vendre de choses à nos adhérents. Le montant de la cotisation chez Mécaloire, il démarre à 400, mais il peut aller jusqu'à 3000, donc c'est quand même déjà pas rien. Du coup, la stratégie, c'était d'accompagner nos adhérents à vendre des services à leurs clients. De la démarche qui... Ça marche ? Oh. Ah, ça là. Bon. Donc, une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on le mette en ordre de bataille. Donc, c'est assez simple, comme la majorité des associations du même type que le nôtre. On met en œuvre des actions qui favorisent les rencontres entre les membres. Moi, j'appelle ça, faut développer le capital confiance. Il faut que les gens, pour qu'ils puissent travailler ensemble, ils apprennent à se connaître. Et la première chose qu'ils font, c'est une relation client-fournisseur. Lorsque ce capital confiance sera installé, ils arriveront à devenir co-traitants pour une nouvelle affaire. Ensuite, lorsqu'ils commencent à travailler comme ça, souvent, ils sont face à des problèmes qu'ils doivent résoudre chez leurs clients ou en interne. Et ça va donner lieu à des projets qu'on va pouvoir développer ensemble. Et enfin, lorsque ces projets sont pérennes, certains d'entre eux forment des alliances, durables ou non. La stratégie, c'est de se dire, lorsque je veux faire de la croissance interne, je fais un gros chèque. Lorsque je veux faire de la croissance externe, je fais un gros chèque. Si je veux faire un petit chèque, une des solutions, c'est la croissance par l'alliance. Mais pour faire ça, je repars à avec qui j'ai confiance, pour faire quoi, avec qui j'ai de l'expérience, et après, je fais. Aujourd'hui, dans le réseau, on a tout type d'alliance. Il y a des gens qui ont formalisé une alliance, qui ont créé une société à plusieurs. Il y a des gens qui n'ont pas formalisé, mais qui répondent à des marchés publics sous forme de groupements momentanés, mais dans l'industrie. Et puis, on s'est retrouvés, nous, l'association... Ah oui, alors, brièvement, parce qu'on m'avait demandé des chiffres, je crois, dans le réseau, on mesure un indicateur, 150 à peu près adhérents, 80% TPE, moins de 10 salariés ou 10 salariés. Le taux d'échange entre les membres est pour l'année 2013 de 18 millions d'euros. L'année d'avant, il était meilleur parce que les chiffres d'affaires des entreprises étaient meilleurs. Et le taux de lien, c'est-à-dire le nombre de liens qui existent entre les membres, est de plus de 800. Voilà. Et c'est un indicateur qu'on mesure tous les ans, parce que c'est ça qui est important. C'est je rentre dans un réseau, je connais 5 personnes, l'année d'après, j'ai traité avec 2 de plus, et ainsi de suite. Donc, une des expériences qu'on a voulu mener, c'était de répondre à des marchés publics, puisqu'on sait aujourd'hui que la TPE française, elle a beaucoup de mal à accéder à ça. Donc on s'est penché sur la problématique, et on s'est tellement bien penché qu'on a décroché un marché de 2 millions d'euros, nous, association. Tout en restant dans la légalité, parce qu'il y a des gens qui m'avaient posé un peu des questions ce matin, on a répondu à un marché public, un marché cadre, et on a gagné ce marché, et aujourd'hui, on a fourni des éléments à un client qui s'appelle la ville de Saint-Étienne, et on lui a fourni des pièces métalliques pour son environnement urbain. Lorsque on a gagné ce marché, je suis allée voir les services fiscaux en leur disant, voilà, je suis une association, il se passe ça, etc. Et eux, ils nous ont dit, c'est très bien, bravo, je vais vous mettre de la TVA sur vos cotisations et vos subventions, puisque le montant du marché, il est largement supérieur au reste. Alors, j'ai dit, moyen quand même. Enfin, on a donc été voir des juristes, et on a fini par décider, alors je dis on, mais c'est le conseil d'administration, a décidé de donner naissance à une filiale qui est une SAS U. Le U, c'est unique.
L'actionnaire de la SAS, au capital de 180 000 euros, c'est Mécaloir. Tous les adhérents de Mécaloir sont de fait actionnaires de Metalink. Aujourd'hui, quand on vend Metalink auprès de collectivités, d'organismes ou de sociétés privées, c'est une société au capital de 180 000 euros qui regroupe 3 500 salariés et qui compte pas loin de 650 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette filiale, elle a 4 domaines d'activité stratégiques. Les marchés publics hors urbains, tout ce qui est la SNCF, le CEA, le portuaire, la ville de Lyon, la communauté, le Grand Lyon est client de Metalink. Des portefeuilles de pièces, donc là on est sur un axe privé, des biens d'équipement, là aussi on est sur un axe privé, et du mobilier urbain, puisque c'est par là qu'on est entré, et c'est là où on a le plus développé les actions. Donc là, je vais vous passer un petit film. Bon, une petite promo, fait bon vivre à Saint-Étienne. Donc ce petit film, il avait pour objectif de vous montrer un peu les différents secteurs, les types de marchés, le nombre de PME qui étaient concernés à chaque fois derrière ça, puisque si le client en frontal, c'est Metalink, derrière les adhérents, c'est eux qui réalisent. Metalink, c'est un super service commercial de 150 PME, ça fabrique rien, forcément, ça achète. Ça marge, c'est la loi, mais ça marche très peu. Dans le principe de la sous-traitance, malheureusement, pour des raisons de responsabilité, les gens ont tendance à marger entre au minimum 10, généralement 30. Là, Metalink, ça marge entre 3 et 5, puisqu'en fait, on ne fait que vendre le temps chargé d'affaires et la partie administrative. Du coup, on devient très performant, très attirant pour un certain nombre de grands comptes. On est référencé Volvo, Michelin, et ça fonctionne aussi pour les marchés publics. La particularité, c'est qu'il faut en face que les acheteurs publics, eux aussi, jouent le jeu. Merci Marie-Céline. Alors, la parole est à vous. Alors, mon porteur de micro est parti ? Ah, merci. Au fond et là. 2 questions. Ah. Merci. Vous vous présentez ? Bonjour, Claire Jubert, Meuse Entreprises. Comment vous gérez la concurrence entre les potentiels, qui peut exister entre les différents adhérents de Metalink ? Alors, elle existe, c'est évident. La concurrence, elle est très forte, surtout lorsque vous avez 30 ou 40 usineurs. Bon, la première chose, c'est l'histoire du capital confiance, c'est vraiment primordial. La majorité des gens qui y travaillent aujourd'hui, disons que sur les 150, il y en a environ la moitié qui se connaissent très bien. Et s'ils se croient toujours concurrents au départ, on s'aperçoit très vite que le champ concurrentiel, il est sur 20-30%. Ils ne sont pas tant concurrents que ça. Après, il y a 2 façons de voir les choses. La première, c'est lorsque c'est nous qui détectons un marché public, on appelle avant les gens qui pourraient être potentiellement intéressés pour jouer. S'il y a de la concurrence, on se met autour de la table et on décide ensemble. Les critères de sélection sont très variables. Ça peut être le prix, mais pas forcément. Ça peut être une question de charge,
Ça peut être une question d'opportunité à certains moments. Dans l'autre cas, en fait, ce sont les adhérents qui amènent les clients. Et là, s'il y a un adhérent qui est usineur, c'est lui qui a le lead. L'histoire de Volvo, c'est l'adhérent qui a amené. En fait, il allait se faire sortir du panel, très simplement, parce qu'il avait un chiffre d'affaires trop petit. Il est allé voir son client en disant « J'appartiens à un groupement où on peut faire beaucoup plus ». Le client a accepté de référencer Metalink, a sorti 7 adhérents. Donc, je ne vous explique pas le passage de crise des gens qui viennent adhérer dans un truc pour remonter la chaîne de valeur et 1 an après, ils la redescendent parce qu'ils ont un nouvel intermédiaire. Ils ne sont plus avec le donneur d'ordre, ils sont avec un truc qu'ils ont créé eux-mêmes. Donc, pédagogiquement, c'est aussi un bon moment de solitude pendant quelques temps. Mais aujourd'hui, ils ont, grâce à ça, étendu leur champ d'action chez ce client comme ils ne l'auraient jamais fait avant. Avant, il y en avait un qui était à Bourg-en-Bresse, l'autre à Vinicieux. Maintenant, ils sont Volvo France et l'année prochaine, ils seront Volvo Europe. Donc, heureusement, on a des expériences qui permettent petit à petit de rassurer ça. Mais c'est quotidien. La gestion de la concurrence, c'est quotidien. Une deuxième question. Mélodie, tu fais bien le service chaussettes. Je vérifie, tout le monde a des chaussettes. Hein, alors là, Merci. je contrôle. Bonjour, Agnès Ledortz, agglomération de Marne-la-Vallée, Valmaubuée. Vous avez répondu partiellement à la question que je souhaitais poser sur le process et la façon dont vous répondiez aux appels d'offres. Est-ce que vous pourriez nous dire combien de personnes vous êtes dans cette association? Moi, je suis moi-même. Dans l'équipe, on est 5 équivalents temps plein. D'accord. Vous avez donc, j'imagine, des expertises en interne pour répondre aux appels d'offres. C'est vous qui répondez? C'est l'association en elle-même ou c'est dans la SASU? C'est pareil. Là, il y a trois familles. Nous, on fait la veille. On mutualise la veille. Mécaloir, c'est l'incubateur. Metalink, c'est l'acteur. Donc, Mécaloir, on assume tout ce qui est veille et tout ce qui est initiation à la réponse. Parce que, quand même, l'objectif, c'est qu'au maximum, ils soient autonomes. Hein, c'est pas qu'on soit constamment à les aider, à les accompagner. Donc, Mécaloir fait ça. Ensuite, parfois, effectivement, c'est Metalink qui répond, mais Metalink, je vous ai dit, ils sont actionnaires. Et ça, c'est important parce que dans le mot actionnaire, il y a action. S'ils veulent quelque chose, ils passent à l'action. Nous, on va apporter un support administratif. C'est effectivement, à la fin, c'est nous qui allons compiler les dossiers, remettre l'offre, mais c'est une ressource administrative, hein, pas du tout juridique, pas dans les appels d'offres publics, c'est très administratif. Hein. Une fois que c'est fait, on est tranquille pour 1 an, la majorité des papiers, et de toute manière, l'offre technique, la note méthodologique qu'on remet aux clients, c'est eux qui la construisent, hein. Nous, on va juste l'habiller. Hein. Et il y a le troisième, là on est sur un très gros marché avec l'entreprise Thales pour aller répondre en Inde sur la rénovation des centrales, non, sur la mise en place, je crois, il n'y a pas encore de centrale en Inde, avec Thales, et on est en co-traitance, bah là c'est Thales qui fait. Ok. Et vous l'avez peut-être dit, mais j'ai loupé, vous avez créé cette structure quand? Enfin, à la fois Mécaloir et puis la SASU. Alors, Mécaloir, ça a 20 ans. La structure telle qu'elle est Metalink, en fait, elle a 1 an et demi, elle a clôturé son premier bilan. Elle est née suite à cette obtention de marché public. Et elle a été faite, j'ai envie de dire, un peu dans l'urgence et dans la contrainte. Et à la question qui pourrait être légitime et de dire mais pourquoi vous avez choisi ça, j'ai presque envie de dire on n'a pas vraiment fait exprès, on ne s'est pas tellement posé de questions. Si on avait pris que les entreprises concernées par ce marché en question, ils étaient tout petits. Vous avez vu des images de la ville de Saint-Étienne. Il y a je ne sais pas si vous en avez, pour les gens qui sont de Rhône-Alpes, il y a une fabrication d'une fontaine entièrement faite par un chaudronnier. Ils sont 10. C'est inimaginable pour lui d'aller au-delà de ça. Donc on a jugé plus raisonnable que tout le monde soit dans le bateau. Il y a une autre question derrière. Non, il marche très bien. N'hésitez pas à bien parler dedans.
Bonjour, Sandrine Cruzy, conseil régional Île-de-France. Moi, j'avais une question sur le groupement de commandes. Aujourd'hui, c'est uniquement groupement de commandes de PME, ou est-ce que dans le groupement, vous avez aussi potentiellement des ETI et des grands groupes? Et est-ce qu'il y a un leader, en fait, s'il y a plusieurs dans ce groupement? Et s'il y a défaillance d'une des PME, ce qui peut arriver, comment vous gérez, en fait, la suite du projet et le marché, en l'occurrence, et la réponse finale au marché, parce que voilà, on a pu voir sur certains projets que j'ai pu avoir connaissance, ça a bloqué l'ensemble du système. Alors, il n'y a pas d'ETI dans Mécaloir. Le groupement, il faut bien comprendre que Metalink a un actionnaire unique, c'est Mécaloir. Donc, chaque nouvel adhérent entre de fait dans Metalink et peut profiter de Metalink. Après, ça dépend des marchés, ça dépend des clients. J'ai parlé de la communauté urbaine de Lyon. On a gagné le marché de la fourniture de pièces mécaniques pour l'entretien de toutes les stations d'épuration. La communauté urbaine de Lyon a demandé qu'il soit déclaré les sous-traitants qui feraient telle et telle pièce. Donc là, on a eu un appel d'offres interne. Qui veut jouer? Il y a eu une réponse et une sélection. Donc là, ça, c'est par rapport à l'histoire de la concurrence. On a présenté au client. Et le client, on lui dit, si jamais ces entreprises ont un problème, de toute manière, votre client, c'est Metalink. Metalink, c'est 150 entreprises. Et à Saint-Étienne, il y a 1000 boîtes qui font de la mécanique. Donc si j'en trouve pas un qui survit, on est tous morts. Et une question par ici. En attendant la prochaine question, qu'est-ce qui a fait que ça a bien pris sur Mécaloir a bien pris, Metalink marche bien? Quels sont les ingrédients de réussite? À part Marie-Céline. Je ne me serais pas permise. On a une culture industrielle, il y a un certain état d'esprit à Saint-Étienne, mais je pense qu'il existe un peu partout. On a eu la chance d'avoir des crises, donc ça a forcément resserré les liens. Le réseau a beaucoup d'ancienneté, il a vécu des histoires qui ont fonctionné, des histoires qui n'ont pas fonctionné. Donc petit à petit, il s'est amélioré, il a pris du métier. Et je disais en intro que le fait d'être coincé entre un pôle de compétitivité et un IUMM, ça nous a obligés à se concentrer sur un seul métier. Et du coup, on le fait bien. Enfin, je crois. S'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez revenir sur la genèse de cette association? À partir de, avec combien d'entreprises vous avez démarré? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes 150 dans le réseau. Et par qui est-ce que c'était porté? Est-ce que c'était une collectivité? Moi, je suis salariée. Oui, je suis salariée de la Chambre de commerce de Saint-Étienne. Donc, c'est toujours porté par la Chambre. Même si après, il y a des jeux différents de subventions, de mise à disposition, de refacturation. À l'origine, c'est la Chambre de commerce de Saint-Étienne. Dans la version actuelle, c'est une trentaine d'entreprises. En fait, il y avait eu une structure avant les pôles de compétitivité. C'était labellisé SPL. Alors, ça nous remonte loin, là. Voilà, j'entends... Voilà. Ensuite, il y a eu le lancement des pôles de compétitivité. Donc, du coup, les SPL qui sont devenus des grappes, on a pris un coup dans l'aile. Et puis, voilà, donc j'ai envie de dire, c'était même avant que j'arrive dans cette histoire-là. Et du coup, ça a vécu des cycles. Voilà. Après, je pense que il faut... Je pense que ce qui est important, c'est il faut une bonne quinzaine de personnes, parce que c'est assez lourd quand même au départ. Donc voilà, si je repars de mon conseil d'administration, moi j'ai 16 administrateurs industriels. Des 16 administrateurs, il y en a 7 qui composent le bureau. Les gens du bureau dans Mécaloir, c'est minimum 1 jour par semaine. Minimum. Les administrateurs, c'est 1 jour par mois. Donc ils ont tous des missions. D'aller pincer les fesses aux politiques par là, d'aller à Bruxelles par-ci, de faire telle et telle chose, d'animer des commissions. Maintenant, en fait, ils sont beaucoup plus sur la prise en charge de certains marchés. Ils sont toujours en duo. Il y a un administrateur, un membre du bureau qui gère un marché ou une typologie de marché particulière. Donc, il faut vraiment des gens qui aient la niaque et qui en aient besoin, en fait. Mais dès la première réussite,
ça démarre très très vite. Une autre question? Ah, connaît tout sur Mécaloire. Oui, Mécaloire est né après une opération identique qui s'est faite au Creusot lorsqu'il y a eu la liquidation de Creusot-Loire. Et une structure avait été montée qui s'appelait Mécatim, qui était une assoce, essentiellement pour sortir les 400 sous-traitants qui étaient au tapis à l'époque et qui avaient tous une ardoise, tous de la mécanique. Alors il y en avait des très bons, hein, il y en a qui avaient des entreprises, c'était des Rolls. Et puis il y en a qui n'avaient d'entreprise que le nom. Ils allaient simplement à l'usine chercher des heures de tournage, des heures de fraisage, enfin, c'était très particulier. Et puis surtout, ils avaient besoin de personne puisque l'entreprise supplée aux difficultés. Voilà. Donc la structure se crée, et là, comme il n'y a rien, et puis qu'il n'y a pas de diversification, ce qui n'était pas le cas à Saint-Étienne, moi je me suis occupé de tous les sites à l'époque, hein, à Saint-Étienne, ils n'en avaient rien à faire. Donc ils n'ont pas adhéré à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il y avait diversification, ils trouvaient du boulot plus facilement, ils ont été beaucoup plus intelligents qu'au Creusot, ils ont été beaucoup plus prospectés Lyon, etc., etc. Ils s'en sont sortis beaucoup mieux. Mais Mécatim a continué à être association jusqu'à il y a encore 10 ans. Et puis Saint-Étienne a créé Mécaloire. Et puis très vite, l'idée de monter, effectivement, je le savais, je connaissais bien le sujet, ils ont monté une SAS. Et ça, c'était nouveau, c'est-à-dire que on n'avait pas une assoce qui avait des emplois aidés en recrutant des ingénieurs qui allaient au turbin et qui allaient chercher du boulot. Non, là c'était différent. On devenait maître de son propre avenir. Eh bien, Mécatim au Creusot est passé en SAS il y a seulement 6 mois. Vous voyez, c'était il y a 30 ans. Comme quoi, il faut du temps au temps, quoi. Merci pour cette précision historique. Tu veux compléter ? Non, c'est bon. Bon, Marie-Céline, tu es là encore ce soir. S'il y a des questions pour dupliquer, merci pour elle. Nicolas, je vous laisse aller installer la technique. Donc pour cette 3e expérience, je vais vous emmener pour une course d'orientation chasse au trésor. Vous me suivez ? Ouais. Vous êtes partant ? Vous mettez vos chaussettes là, parce qu'on va user les doigts de pied dans les ruelles de Troyes. Donc, pardon ? Mais c'est pas le géo-catchy ? Si, mais c'est pareil. Enfin... Bon, c'est pas grave, on a une petite aventure. Donc, eh bien, Nicolas va nous présenter comment on utilise les outils numériques pour chasse au trésor ou autre dans le tourisme. Un petit calage technique. Si, ça va venir. Ça a marché tout à l'heure. Voilà. Donc bonjour à tous. Donc l'Office du tourisme de Troyes s'est très vite et depuis très longtemps intéressé au jeu parce que bien évidemment nous intéressons à tout type de touristes parce que chaque touriste a une valeur marchande. Chaque touriste a un intérêt pour nos structures. Car vous savez que l'économie, le tourisme, c'est de l'économie. Et en fonction de chaque clientèle, eh bien, nous y octroyons, je suis désolé. Donc nous y octroyons donc une valeur, à savoir qu'un touriste au bois qui se balade le dimanche sur notre territoire dépense en moyenne 5,50 €. Un touriste lambda, c'est 38 €. Un touriste qui vient en congrès comme vous aujourd'hui, c'est entre 150 et 230 €. Donc, nous essayons de travailler ces différents types de clientèle et le tourisme familial est pour nous une vraie manne. C'est une vraie manne parce que les familles dépensent quelque part sans compter pour les enfants, mais aussi parce que peu de choses sont faites et sont adaptées aux enfants. On va y arriver.
Alors attendez. Faites tendre. Tac. Voilà. Donc nous avons créé, voilà quelques années, des livrets. Donc c'était une catégorie qui s'appelait Acquis de jouer. Ce sont des livrets qui permettent de découvrir le territoire sous forme d'une forme traditionnelle. Et là, il est vrai que nous avons eu un engouement, puisque nous en avons vendu à peu près 12 000 exemplaires. Et eh bien, ça n'était pas, si vous voulez, suffisant, parce que pour nous, qui vivons donc au quotidien et qui accueillons ce public, on s'est aperçu eh bien, que quelque part, nous avions besoin de sortir du papier, de sortir de toutes les formes traditionnelles de jeu pour justement nous ouvrir vers ces nouvelles technologies. Donc, les bornes sont arrivées, les ordinateurs, les mobiles. Il est vrai que donc, nous avons, l'année dernière par exemple, il y a eu 1 milliard de smartphones vendus dans le monde, c'est 38% par rapport à 2012, donc ce qui veut dire que nous avons un nouveau terrain de jeu depuis quelques années, de nouveaux supports et surtout un nouvel intérêt puisque nous avons des outils qui peuvent nous permettre d'utiliser de la réalité augmentée, qui peuvent nous permettre d'utiliser le GPS, des films, de la vidéo, des photos, chose que nous n'avions pas jusqu'à présent. Et donc l'interactivité est quelque chose, évidemment, qui est quasiment inné pour les jeunes actuellement. Donc il existe, nous avons exploré, nous avons regardé ce qui se faisait notamment à l'étranger. Il est clair que quand vous voyez le Rijksmuseum à Amsterdam, où vous avez les gosses qui arrivent pour découvrir, enfin le samedi pour les anniversaires, c'est totalement différent de la culture française où nos enfants sont surtout orientés sur McDo ou sur Oxylane, Decathlon. Donc c'est quelque chose qu'il nous fallait impérativement changer, modifier. Et là, donc, nous avons découvert l'activité du géocaching. Le géocaching, c'est la chasse au trésor du XXIe siècle. C'est quelque chose qui a été essentiellement développé donc, suite à une volonté américaine de plomber le projet Galileo, donc le projet GPS européen. Et donc, une fois la libéralisation des codes, donc ça a été réalisé en 2000, le 1er mai 2000 par Clinton, eh bien, un Américain a eu l'idée de poser une première cache et une première boîte avec une géolocalisation dans la nature, sans savoir ce que ça allait donner. Au bout de quelques jours, 2 personnes avaient découvert cette cache. Et de là est né donc un réseau qui est maintenant constitué de 2 425 000 caches, donc 171 à ce matin, dans 222 pays. Et par exemple, pour la France, c'est 100 000 caches. Ça veut dire que peut-être devant chez vous, autour de chez vous, eh bien, il existe une boîte, une cache, et je vous en ai amené pour que vous vous rendiez compte à quoi cela correspondait. Alors, je vous en ai amené. Je vous ai dit que j'étais pas prêt. J'ai interverti les 2 thèmes, c'est pour ça que j'étais pas prêt. Alors, les caches, elles sont réparties par tout un tas de... Elles peuvent être petites, grandes, moyennes, et elles ont, si vous voulez, un intérêt quand elles sont grandes pour les enfants, c'est parce que, eh bien, vous y cachez tout un tas de petits cadeaux. Le propre du réseau, c'est de laisser un objet et d'en reprendre un. Et donc, ces caches, elles sont disséminées tout autour de chez vous et elles permettent d'avoir... Elles permettent donc d'avoir une interactivité et un vrai intérêt vis-à-vis des enfants. Qu'est-ce que l'on peut y trouver ? Alors là, c'est pas évident parce que je n'ai pas de caméra, mais vous avez la capacité d'avoir des objets Kinder, des objets que vous pouvez justement, tout objet que vous avez vous en possession et que vous voudriez jeter, eh bien, on les récupère et on les met dans ces boîtes en ville, sur le territoire rural, parce qu'il est vrai que les grandes boîtes, elles sont mieux cachées sur le territoire rural, et c'est un moment justement de convivialité en famille que nous avons recherché. Il existe aussi, alors donc, tout un tas de subtilités dans ce jeu. Vous avez par exemple ce que l'on appelle des travel bugs. Un travel bug, ce sont des petites clés
donc, auquel on adjoint une peluche, une clé USB, et vous demandez à la communauté de vous l'emmener, eh bien, par exemple, pour la finale au Brésil dans quelques jours. Et ça, c'est quelque chose qui est possible, puisque toute la communauté va se sensibiliser. Il faut savoir qu'ils sont maintenant, la communauté, c'est plus de 6 millions de géocacheurs, et cette communauté est très, ce sont vraiment des passionnés, et qui vont s'employer à réaliser justement le rêve que vous avez donné à votre objet. Il existe aussi tout un tas de petites boîtes, comme celle-ci, pour pouvoir justement mieux les dissimuler dans la nature, autour d'un, vous voyez, là, elle était accrochée à mon micro, à mon pupitre. Ensuite, vous en avez des toutes petites pour tout ce qui est lieu de passage. Et là, c'est ce qu'on appelle des micro-caches. Donc ces micro-caches, elles sont vraiment minuscules, mais elles permettent justement d'être cachées dans des milieux où il passe beaucoup de monde. Et ça, c'est par exemple, pour la place de l'hôtel de ville, vous aurez une micro-cache qui ressemblera à ceci et qui sera donc, qui fera la joie donc, des enfants. Il existe des niveaux de difficulté, des niveaux de différents types de caches, et c'est là où tout va vraiment vous permettre, donc permettre aux enfants de s'y intéresser et aussi de pouvoir rentrer dans un système où ils seront aussi non plus spectateurs mais acteurs. Et là, je vais rentrer dans l'application du géocaching pour vous montrer concrètement à quoi cela correspond. Donc, tout le monde, toutes les personnes qui rentrent qui deviennent des géocacheurs rentrent un pseudo. C'est une adhésion qui est gratuite. Et quand vous êtes dans un endroit, vous demandez bien évidemment les caches qui sont situées à proximité. Là, nous en avons posé dans toute la ville, donc que ce soit la médiathèque. Donc si jamais je vous prends la cache de la médiathèque, eh bien vous aurez à la fois donc un descriptif, des indices, donc une possibilité d'être dans l'environnement de la cache, mais ce qui est le plus important pour nous, c'est d'avoir la contribution de la communauté qui vous donnera tout ce qu'elle a trouvé intéressant autour de la cache. Alors, vous voyez, donc cette boîte a été, la maintenance a été effectuée par nos soins hier. La boîte a été superbe série qui permet de visiter la ville, etc. Alors ça peut vous paraître anodin, mais pour des territoires comme les nôtres, où nous avons un intérêt touristique modéré sur certaines communes, sur certains territoires, eh bien ça nous permet d'avoir une satisfaction et de pouvoir jouer sur la globalité du territoire, de répartir les flux et d'intéresser l'ensemble des élus à une activité. Cette activité, elle représente pour l'Office de tourisme, c'est 7000 caches qui ont été découvertes jusqu'à présent, donc depuis l'année dernière. C'est à peu près 20 000 sur le Grand 3, et c'est quelque chose qui ne cesse de croître. L'intérêt pour nous, bien évidemment, c'est de nous reposer sur une communauté de géocacheurs qui peut être monsieur tout le monde, de jouer aussi avec les enfants pour qu'eux-mêmes puissent communiquer, laisser des photos et derrière inciter les gens à découvrir des lieux qu'ils n'avaient pas justement prédestinés au départ. Parce que ce qui nous intéresse, l'Office de tourisme, vous le savez, donc on n'est pas là pour réinventer l'eau chaude, on est là simplement pour essayer de les faire dépenser un petit peu plus, ce qu'ils n'avaient escompté au départ, eh bien, c'est sur une cache, de pouvoir le renvoyer sur une autre. Et là, on s'aperçoit que les personnes qui, au préalable, pensaient passer 1h30 à 3, eh bien, font facilement passer 2 heures, et derrière, bien évidemment, 3 heures, 4 heures consommées, que ce soit dans un café ou dans un secteur non touristique. Alors, il y a aussi, ce qui est très intéressant, des caches que l'on appelle multiples. Et c'est là où tout devient intéressant et ce que, justement, les enfants sont passionnés. C'est des caches où vous amenez les touristes à découvrir l'ensemble du territoire. Je m'explique. Vous donnez rendez-vous à ces gens dans un parc, par exemple, pour découvrir
dans la cour du musée Saint-Loup une statue de David tendant la fronde qui a été réalisée en 18A7. Le A, vous allez le remplacer par un chiffre. Et ensuite, on vous donne rendez-vous dans une deuxième étape au Bébis de la rue des Célestins. Et c'est là où vous remplacerez le B par, évidemment, un numéro. Et une fois que vous aurez terminé, eh bien, on vous donne rendez-vous dans un lieu où vous trouverez le cadeau, puisque la cache finale se trouve en 48 IAHGE. Alors c'est tout simple, c'est très intuitif. Dans ces boîtes, vous avez de temps en temps des choses que nous y mettons en fonction de l'actualité, c'est-à-dire que cet été, nous y distribuons des visites audio-guidées pour découvrir la ville. À certains moments de l'année, nous y intégrons des objets qui sont plus en phase avec l'actualité. Et c'est véritablement, à ce jour, une activité qui est en plein boom, très, alors évidemment avec une prédominance d'étrangers. Peut-être que pour les puristes, vous connaissez le système SIST qui existe donc en France depuis de nombreuses années. C'est un système, là, le géocaching, qui est mondial et qui nous permet justement de bénéficier d'une approche surtout anglo-saxonne. Et alors ce qui est intéressant, ce que je peux aussi vous montrer, c'est que ces objets, vous pouvez les suivre, vous pouvez communiquer avec vos géocacheurs. Et ça, à un moment donné, c'est vraiment intéressant parce qu'au lieu d'avoir, par exemple, cette petite peluche, vous pouvez tout à fait intégrer une clé USB avec vos dépliants touristiques. Vous pouvez intégrer ce que vous voulez et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir, justement, communiquer et interférer avec le monde touristique, avec les touristes qui viennent vous visiter sur le territoire. Je reste à votre disposition. Le géocaching, de toute façon, je crois qu'il y en a plusieurs qui sont déjà venus et qui ont déjà testé, parce que vous aviez une cache, notamment dans la cour de la Maison de l'Outil hier soir, qui a été montée. Le but pour une structure comme la nôtre, ce n'est pas de détenir et d'avoir la propriété des caches sur l'ensemble du territoire. Bien évidemment, on essaye de thésauriser sur les forces vives, sur les éventuels enfants ou familles qui participeraient à cette activité. Et c'est aussi un moyen pour nous maintenant de travailler de nouveaux produits. C'est un produit que l'on propose par exemple pour du team building pour tout notre service groupe. Nous avons de nombreuses entreprises qui viennent tester, découvrir la ville via ce jeu. Nous avons aussi créé des anniversaires pour les enfants. Je vous parlais tout à l'heure des expériences notamment du Rich Museum qui nous avait ici éclairé et nous avait amené à proposer à partir sur du culturel. Et c'est véritablement un projet et un produit qui peut intéresser les territoires, car comme je vous le disais, ça nous permet de valoriser des territoires où malheureusement il n'y a pas d'intérêt touristique à proprement dit. Et c'est un moyen facile, ludique et surtout peu onéreux. Là, ce week-end par exemple, nous avons réalisé ce que l'on appelle un event. Donc un event, c'est un moment où nous créons une centaine de caches pour que la communauté se réunisse. Et là, pendant une journée, vous avez des gens de toute la France qui viennent, qui se retrouvent. Et vous avez tout un tas de caches qui sont créées, puisque vous avez des caches de jour, vous avez des caches de nuit, certaines sur lesquelles vous ne pouvez accéder qu'avec un certain type de matériel, puisque vous pouvez trouver des caches où vous devez être équipé de baudriers pour pouvoir justement aller les chercher en haut des arbres. Bref, tout ça, vous le savez, tout est indiqué, si vous voulez, dans les données, dans les descriptifs qui sont référencés au préalable. Et bien évidemment, d'un point de vue culturel, c'est un moyen de découvrir un territoire avec les enfants où l'enfant est véritablement acteur. Je vais prendre un exemple personnel. Il était très compliqué vis-à-vis de mes enfants d'aller visiter une ville pour découvrir églises, musées, etc. Depuis que nous avons découvert ce mode le géocaching, ce sont les enfants qui sont moteurs dans la visite. Et je n'ai pas parlé de la genèse. Il y a des territoires dont probablement certains d'entre vous sont issus, comme notamment le Doubs, qui avait lancé le GPS Safari Tour,
voilà, très longtemps, qui existent encore. Ce sont des grosses boîtes. Il y avait toute une organisation, parce que pour pouvoir justement faire du géocaching, il faut soit télécharger, soit être équipé d'un GPS de randonnée. Et c'est à partir de ce moment-là que vous êtes en capacité d'explorer les territoires par rapport aux cas qui ont été disséminés par les géocacheurs. Et ça peut se faire avec un smartphone tout simple ? Oui. C'est là je vous ai pris l'iPad. C'est vrai que c'est pas très pratique, mais avec le smartphone, c'est véritablement. Alors évidemment, si vous prenez les zones, les territoires qui ne sont pas encore couverts par la 3G, il est clair que c'est très compliqué. Là, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir jouer, mais par contre, là, vous avez en relais soit le GPS, ou alors, si jamais vous avez eu la capacité d'imprimer les caches à partir de chez vous, vous pouvez tout à fait le réaliser. Et qui écrit les énigmes ? C'est Monsieur Tout le Monde. Alors, il est évident que sur le territoire de la ville, pour nous avons au préalable mis en place des caches tous les 160 mètres, parce qu'il y a un référent. Les caches doivent être validées par ce qu'on appelle un reviewer, qui est là pour regarder que vous n'effectuez pas de la publicité, que vous n'êtes pas sur un domaine privé. Bref, c'est quand même quelque chose qui est cadré. Il y a des gens qui sont là pour que l'activité respecte certaines règles. Donc, vous ne trouverez jamais, toutes les données qui sont communiquées, qui sont diffusées, sont très saines, et ce qui permet aussi nous rassurer dans le cadre de la responsabilité de l'information qui est la nôtre. Et c'est aussi un moyen, notamment vis-à-vis des collectivités, de nous soutenir, parce que là, dès qu'il y a un souci, la communauté nous fait passer le message, c'est très rapide, comme quoi il y a un problème de maintenance, elle a été détériorée, ou si jamais justement elle ne correspond pas à l'éthique qui devrait être la nôtre en tant que territoire ou institutionnel. Merci Nicolas. Alors des questions sur ce... Ah, Thomas. Thomas, tu auras une paire de chaussettes. Les mauvaises langues disent que c'est que pour les chaussettes. Donc Thomas Prieur de Vienne, j'avais deux questions. D'une, un restaurateur qui par exemple se dit super, géocaching ça peut m'amener du monde devant chez moi, je mets une cache juste devant chez moi et puis à l'intérieur de la boîte je lui ai dit vous avez trouvé, bravo, vous avez 10% de réduction sur votre repas, ça marche ou ça marche pas? Et puis deuxième question, tout ça vous l'avez fait en interne, vous avez mobilisé une entreprise extérieure qui vous a accompagné sur la mise en place? Point d'interrogation. Alors, pour ce qui est de la deuxième question, je réponds très facilement. Donc là, non, c'est quelque chose que nous avons développé en interne et ça correspond à peu près à une demi-journée en maintenance par mois pour une 60aine de caches. Pour ce qui est après du restaurateur, il est évident que lui peut aussi intégrer, réaliser et concevoir une cache de ce type. Nous, en tant qu'office de tourisme, nous nous interdirons de le faire. Nous essayons d'avoir, comme je vous le disais, une certaine éthique. On ne veut surtout pas marcher sur certaines plates-bandes. Par contre, dans le cadre des activités de team building avec le géocaching, ça nous permet à certains moments de donner rendez-vous ou de mettre en place des caches en bout de ligne, pour justement donner rendez-vous au groupe dans un lieu où nous leur présenterons, comme vous hier, le champagne ou une particularité du territoire. Donc on peut le faire, ça peut se faire, mais ce que vous retrouvez, et la communauté est tellement à cheval sur ce qu'elle doit, ou surtout sur le respect, que vous aurez très vite des remontrances qui feront que de toute façon votre cache sera polluée par toute l'expérience et par toutes les remontées des géocacheurs. Mais rien ne vous l'empêche, rien ne vous empêche de le faire. Autre question, Anne-Sophie, là devant. Lève la main, Anne-Sophie. Voilà. Alors, je peux simplement vous dire aussi, la particularité, c'est que nous sommes en cheville avec les gens des déchetteries pour récupérer
les aimants des portes pour récupérer les petites boîtes, les anciennes boîtes d'appareils photo, les tubes UPSA, etc., qui nous permettent justement que l'on colle derrière des panneaux de signalisation, derrière des bancs. C'est quelque chose que l'on effectue et qui pour nous a un coût qui nous permet c'est une activité qui nous coûte 200 € à l'année. Anne-Sophie ? Anne-Sophie Naudet, Plaine Commune. Savez-vous d'où vient essentiellement la communauté, si elle reste régionale ou de plus grande envergure? Alors la communauté est essentiellement étrangère. Je vous conseille justement d'aller sur le site geocaching.com où vous verrez notamment toutes les plus de 2 millions de caches qui sont référencés. C'est essentiellement dans les pays anglo-saxons. Mais pour ce qui est de la France, maintenant, nous avons des caches partout et des géocacheurs partout. Là, alors pour vous citer les statistiques, notamment des personnes qui ont fréquenté l'event du week-end dernier, nous avions une grande majorité, c'est-à-dire 90% des gens qui venaient du Grand Est. Mais si jamais vous organisez ça dans le Sud, alors donc il y a ce que l'on appelle des méga-events, où là ça vient de toute la France. Mais il faut s'inscrire dans une démarche quand même qui est assez collaborative, parce que si jamais ça n'est pas soutenu par les géocacheurs du territoire, ce sera très compliqué de le faire. Parce que il est clair que pour nous, là nous sommes aperçus, 60 caches, nous sommes arrivés aux limites de ce que nous pouvions faire, à moins d'investir beaucoup plus que ce que nous faisons actuellement. Mais ce que nous avons prévu en stratégie pour les prochains mois, c'est de rétrocéder ces caches qui sont les plus éloignées du centre-ville à des géocacheurs locaux pour justement nous permettre, nous, de développer de nouvelles caches plus proches et plus simples d'utilisation. Il existe tout un tas de petites choses qui peuvent être intéressantes à explorer sur cette activité. Sachez que vous avez des associations souvent régionales qui sont vraiment en attente d'avoir des relations avec des institutions, avec des collectivités, et il ne faut pas hésiter à vous rapprocher d'elles parce qu'elles n'attendent que ça, et justement jusqu'à présent elles ne savaient pas vers qui se tourner. Et c'est un moyen pour des territoires comme les nôtres, notamment toujours sur ce week-end, nous avions, une déficience sur un territoire. Nous avons monté avec ces géocacheurs donc une série de 100 caches entre Troyes et Bar-sur-Seine qui représentent à peu près 25 km. Et c'est un moyen pour nous, une attractivité touristique supplémentaire, tout en travaillant et en ayant un produit qui est activé et alimenté par des personnes extérieures qui sont bénévoles. Une dernière question. C'est Paul de Brême. Je suis allé sur mon smartphone, j'ai tapé géocaching et j'ai 250 applis qui me sont proposées. Laquelle conseillez-vous? Geocaching France. Geocaching France, d'accord, je vais la taper, je vais voir ça. Et autrement, vous avez Geocaching Monde qui est beaucoup plus exhaustif, bien évidemment, parce que vous avez l'ensemble des caches, les 2 millions, les plus de 2 millions de caches. Mais ça ne sert très peu parce que quand vous êtes à l'étranger, vous avez des problèmes justement soit de réseau, soit de coût. Et donc généralement, vous ne les utilisez pas, vous imprimez chez vous les caches que vous prévoyez de faire pour justement essayer de minimiser ces coûts. Une dernière? Non, bon. Merci. Ah si, Thomas. Une troisième paire de chaussettes pour Thomas. C'est une remarque, c'est que même quand on n'a pas de réseau, on peut télécharger à l'avance les caches, oui. Et du coup on les a même si on n'est pas connecté. Donc ça marche bien. Pour ça, quand vous n'avez pas de réseau, il est quand même plus facile d'avoir un GPS de randonnée qui vous permet d'avoir vraiment toutes les possibilités et tous les artifices. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que nous avons aussi des indices. Ce que nous voulons, c'est que les enfants repartent satisfaits. Et donc, bien évidemment, nous indiquons des indices pour que l'enfant ait au moins l'intérêt et la satisfaction de trouver son petit cadeau sur chaque cache. Merci Nicolas. On applaudit Nicolas et le géocaching. Alors, j'ai quelques informations à vous donner de la part des organisateurs. Donc là, je crois qu'il y a un petit rafraîchissement.
fait ça. Après, vous allez à 16h30 en atelier, à l'étage, comme ce matin. Les ateliers se finissent à 18h. Donc, comme il fait beau et que Nicolas souhaite que vous dépensiez un peu d'argent dans la ville de Troyes, nous avons supprimé les bus. Donc, vous allez traverser le centre-ville pour aller jusqu'à vos hôtels à pied, vous balader, flâner, boire un coup, faire une petite course. Il y a de très jolies boutiques. Et, pardon ? 150 € minimum, voilà. Et donc, on vous retrouve par contre après à 20h ici pour la soirée, le dîner et la soirée. Et après, par contre, en fin de soirée, il y aura bien un bus pour vous ramener. Parce que là, les boutiques sont fermées. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne continuation et puis à tout à l'heure.